Afrique Matin, bon réveil à tous et bonne journée. Il est 5h30 à Abidjan, 7h30 à Paris et à Kigali. Anthony Latier. Et Anne Kantner pour le journal. Bonjour Anne. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Laurent Gbagbo sera bien jugé par la Cour pénale internationale. La CPI a indiqué hier qu'elle organiserait un procès pour crimes contre l'humanité. Des violences commises pendant les mois qui avaient suivi l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. L'un des proches de l'ex-président ivoirien a été arrêté cette semaine au Cameroun. Awadon Mello, ancien ministre des Infrastructures et porte-parole de Laurent Gbagbo. Il pourrait être transféré vers Abidjan. Les tirs ont cessé, mais la situation est toujours tendue à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays ont renforcé leur présence armée dans la région après des échanges de tirs ces 2 derniers jours. Et à la fin de ce journal, nous parlerons évidemment de football. La Coupe du Monde a commencé hier soir par une victoire du Brésil 3-1 contre la Croatie. Aujourd'hui, premier match pour une équipe africaine. Le Cameroun jouera contre le Mexique. La Cour pénale internationale va donc juger l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Une chambre préliminaire de la CPI a étudié pendant longtemps, plus d'1 an, les documents apportés par la procureure. Et elle estime maintenant avoir suffisamment d'éléments pour organiser un procès pour crimes contre l'humanité, crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Officiellement, tout le monde se félicite, la procureure comme les partisans de Laurent Gbagbo, mais pour des raisons différentes. Et lors du procès, il devrait présenter des versions des faits complètement opposées, Laurent Corot. C'est par une décision de 131 pages que la chambre préliminaire a confirmé les charges du procureur contre Laurent Gbagbo. Les éléments apportés par l'accusation, selon la chambre, montrent l'existence d'un effort pour maintenir l'ancien président au pouvoir à tout prix, y compris par l'usage de la force contre les civils. Cet effort aurait été conçu et contrôlé par l'ancien président et un nombre limité d'associés proches. Selon la décision, les preuves permettent de penser que ce cercle restreint contrôlait une organisation composée des forces de défense et de sécurité, de milices, de mercenaires et de mouvements de jeunes. Les juges estiment qu'ils ont des motifs suffisants de croire que Laurent Gbagbo et son cercle restreint ont commis par l'intermédiaire de ces forces des crimes contre l'humanité qui relèvent du meurtre, du viol, d'autres actes inhumains et de persécution. La décision n'a cependant été adoptée que par 2 juges sur les 3. Le 3e a marqué son scepticisme dans un document divergent. Il n'y a aucune preuve convaincante de mon point de vue, dit-il notamment, qui montre que Laurent Gbagbo se soit mis d'accord avec son supposé cercle rapproché pour commettre des crimes contre des civils innocents. Laurent Corot, RFI. Et les différences de position entre les 3 juges font dire à l'avocat de Laurent Gbagbo que le dossier de la Cour pénale internationale est trop faible pour faire condamner l'ancien président ivoirien. Maître Emmanuel Altit prévient que le procès permettra de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé après la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire et notamment sur l'intervention de la France pour faire partir Laurent Gbagbo. Ce procès, il sera quoi? Il sera le procès de ceux qui sont à l'origine de la crise. Il sera le procès de ceux dont c'était l'intérêt de détruire un pays. Il sera le procès de la corruption. Il sera le procès des petits arrangements entre tenants de la France-Afrique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le président Gbagbo veut un procès. Parce que le processus judiciaire nous permet de faire émerger la vérité dans son acte d'accusation. Le procureur évite soigneusement de mentionner l'intervention française. Et c'est un petit peu comme si un procureur qui enquêtait sur la guerre de Corée dans les années 50 passait sous silence l'intervention russe, l'intervention chinoise et l'intervention américaine. Donc ça pose un problème. Donc le rôle de la France, le rôle de certaines factions, de certains groupes d'intérêt, de certains lobbies, ce rôle-là, nous le mettrons en lumière quand il y aura procès et c'est pourquoi nous sommes satisfaits qu'il y ait procès. L'avocat de Laurent Gbagbo, du côté des familles des victimes de cette crise post-électorale, c'est la satisfaction. Le porte-parole du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, lui aussi, a parlé de soulagement pour les proches des victimes. Joël Guessant ajoute que la décision de la Cour pénale internationale n'a pas de conséquences sur le processus de réconciliation nationale. C'est un grand soulagement par rapport aux milliers de victimes, aux parents de toutes les personnes qui ont été victimes du refus de M. Laurent Gbagbo de céder le pouvoir après la victoire du président Alassane Ouattara. La Cour pénale internationale vient de se mettre dans une posture de lutte définitive contre l'impunité pour toutes les dictatures et pour tous les dictateurs et toutes les barbaries qu'on peut avoir
sous nos cieux. Le porte-parole du RDR, le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Autre coup dur pour les partisans de l'ancien président ivoirien, Awa Don-Melo a été arrêté. Pendant les années de pouvoir de Laurent Gbagbo, il avait été ministre des Infrastructures et porte-parole de l'ex-chef de l'État. Awa Don-Melo a été interpellé à l'aéroport de Douala, au Cameroun. Il pourrait être transféré vers Abidjan, même si officiellement il n'existe pas d'accord d'extradition entre les deux pays. Stanislas Deichimier. La nouvelle de cette arrestation a affecté l'Alliance des forces démocratiques, la plateforme de l'opposition qui regroupe 12 partis politiques, dont le FPI. Une nouvelle, selon cette coalition, qui pose la question de la volonté du gouvernement d'aller véritablement à la réconciliation. Le vice-président de l'Alliance, Daniel Aka-Aizi. Nous sommes véritablement affligés, puisque le président de la République, il n'y a pas très longtemps, nous a dit que tous les Ivoiriens à l'extérieur pouvaient rentrer et qu'aucun ne serait arrêté. Quelqu'un qui n'est même pas encore en train de rentrer se fait arrêter. Ça nous pose problème par rapport à la crédibilité des paroles données par le président de la République. La réaction de la porte-parole adjointe du gouvernement, Afoussiata Bamba-Lamine. Il ne faut pas voir dans une action isolée qui concerne un individu, je dirais un blocage à l'appel. Bien au contraire, nous demandons à tous les exilés de rentrer en Côte d'Ivoire. Cependant, le fait d'appeler les Ivoiriens à rentrer ne doit pas être aussi un obstacle pour la justice. Le Cameroun va-t-il extrader Awa Don-Melo vers la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas encore de convention d'extradition entre les deux pays, mais des Ivoiriens comme Charles Blé Goudé ont été extradés par le Ghana. En l'absence de cette convention d'extradition, Awa Don-Melo compte mettre en avant son statut de réfugié pour éviter d'être envoyé en Côte d'Ivoire. Stanislas Ndaïchimiye, Abidjan, RFI. 5h36 à Abidjan. À suivre dans ce journal, la Centrafrique avec de nouvelles violences dans la région de Bambari. Et puis, la Coupe du Monde. Vous entendrez l'entraîneur du Cameroun plutôt confiant à quelques heures de l'entrée en lice de la sélection dans la Coupe du Monde. Mais d'abord, on fait le point sur la situation à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Situation qui était un peu plus calme que ces derniers jours, hier soir. Oui, mercredi et jeudi, des échanges de tirs à l'arme lourde avaient opposé des militaires des deux pays. Kigali et Kinshasa présentent des bilans différents de ces affrontements et se renvoient toujours la responsabilité. Léa-Lisa Vesterhoff. Principale conséquence de cette montée de tension de 24 heures, les deux armées ont renforcé leur présence sur une vingtaine de kilomètres le long de la frontière. Côté congolais, 3 chars ont été placés sur la route menant à Goma. Côté rwandais, patrouilles d'hélicoptères et plusieurs chars ont été déployés le long de la frontière. Hier soir, la tension était redescendue, même si beaucoup de villageois ayant fui n'avaient pas encore rejoint leur domicile. Les autorités, par contre, ont continué de s'accuser mutuellement d'avoir provoqué ces incidents en traversant la frontière. Kigali et Kinshasa ne sont pas non plus tombés d'accord sur le bilan. Le Rwanda affirme avoir tué 5 soldats congolais. En face, le Congo soutient que seul un caporal a été tué, et ce même si sur le terrain, des sources au sein de l'armée parlent elles aussi de 5 morts côté FRDC. Mais signe d'apaisement, les enquêteurs du mécanisme conjoint de vérification, une structure régionale chargée d'arbitrer les conflits frontaliers, ont pu se rendre de part et d'autre de la frontière. L'objectif, déterminer les causes de ces affrontements. Les résultats de leur enquête sont très attendus dans une zone où la frontière n'est pas clairement délimitée et les conflits récurrents. Léa-Lisa Vesterhoff, Kinshasa, RFI. Au moins 8 personnes ont été tuées en Centrafrique près de Bambari. Des jeunes ont attaqué un village situé à 90 km de cette ville du centre. Ils ont détruit plus de 150 maisons. Des représailles après la mort de 2 musulmans un peu plus tôt dans la journée. On ne sait pas vraiment dans quelles circonstances. L'ancien groupe rebelle Seleka, qui a installé son état-major à Bambari, dément toute implication dans cette attaque. Et plus de 600 personnes se sont réfugiées dans les églises et de nombreux habitants du village de Liwa et de Bambari se sont cachés en brousse. Et puis nos envoyés spéciaux en Centrafrique se sont rendus dans le nord de Bangui, à la paroisse de Don Bosco. Il y a quelques semaines encore, près de 50 000 déplacés y étaient installés. Aujourd'hui, le camp accueille 10 fois moins de personnes, mais ceux qui restent n'ont pas l'intention de partir. C'est ce qu'ont constaté Richard Refono et Pierre Pinto. La pluie et l'accalmie sécuritaire ont poussé la grande majorité des réfugiés à rentrer chez eux, mais certains sont contraints de rester. Ange, ancien haut fonctionnaire, ne peut pas rentrer chez lui, au PK12. Je suis là depuis le 5 décembre. J'ai été pillé. J'ai reçu même une balle avant d'être là. Je suis là avec toute ma famille.
Ma maison a été détruite et là je suis dans l'impossibilité d'aller la reconstruire et ce cas-là est valable pour beaucoup de gens là-bas vers Pécadou. C'est pourquoi nous sommes restés là. Ange espère qu'on l'aidera financièrement à reconstruire sa maison. En attendant, il reste. L'argument financier est d'ailleurs souvent avancé par les derniers déplacés de Don Bosco. C'est le cas de Marcel. Comme beaucoup, il était locataire de sa maison. En 6 mois, il a accumulé des dettes qu'il ne peut pas payer. Maçon, il attend de pouvoir trouver du travail pour commencer à rembourser et rentrer chez lui. Oui, c'est un peu compliqué. Si je trouve le travail maintenant, les problèmes seront bien allégés, mais puisqu'il n'y a pas de travail pour le monde, c'est un peu lourd pour moi. À Don Bosco, la plupart des déplacés ne viennent pas de très loin, quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres le plus souvent. Ce n'est pas le cas d'Aristide, il est instituteur dans le camp. Il y a 3 mois, il est venu à pied de Kagabandoro, à plusieurs centaines de kilomètres de Bangui. Il a perdu tout contact avec sa famille, réfugiée en brousse là-bas. Je ne sais pas comment rentrer. Et dans quelle sécurité? C'est ça, il n'y a pas de transport. Donc moi, je me pose aussi la question qui ne trouve pas de réponse. En attendant de trouver une réponse, Aristide espère ne pas avoir à passer une nouvelle nuit debout à cause de la pluie. Richard Rifono, Pierre Pinto, Bangui, RFI. Les États-Unis accusent le Soudan de multiplier les attaques contre les civils dans les États du Nil Bleu et du Kordofan Sud sous prétexte de viser les rebelles. Selon l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, l'armée soudanaise bombarde délibérément des écoles et des hôpitaux. Et puis on termine ce journal par le football et la Coupe du Monde qui a commencé hier soir. Le match d'ouverture a été remporté par le pays organisateur. Les footballeurs brésiliens n'étaient pas vraiment flamboyants, mais ils se sont quand même imposés 3-1 face à la Croatie. Aujourd'hui, la première équipe africaine fait son entrée en lice. Le Cameroun jouera tout à l'heure contre le Mexique. Et le sélectionneur Volker Finke est plutôt confiant. Il estime que le travail de préparation a été bien fait. Les dernières 3 semaines, on a travaillé beaucoup individuel parce que il y avait des blessures de la compétition dans le club. Ils sont venus après une longue compétition avec des blessures et ça c'est quelque chose vraiment il faut faire attention et moi je suis très content que Stéphane Biya, Samuel Eto'o, aussi Jean II, tous les 3 ils sont revenus. Ça c'est très important pour nous. Je crois que c'est clair que Samuel Eto'o, Stéphane Biya, ce sont vraiment des joueurs qui donnent beaucoup à l'équipe, qui vraiment peuvent faire la différence. C'est pourquoi on n'a pas raison de se plaindre. Le sélectionneur de l'équipe camerounaise de football Cameroun-Mexique, un match à suivre en direct sur nos antennes africaines à partir de 15h30 temps universel. Également en programme aujourd'hui dans cette Coupe du Monde de foot, Chili-Australie et puis Espagne-Pays-Bas. C'était l'affiche de la finale il y a 4 ans. Merci d'écouter RFI. Restez sur notre antenne. Vous êtes en compagnie d'Anthony Latier. Merci Anne Kantner. 7h43 à Paris. On va revenir dans quelques minutes dans Afrique Matin avec notre invité sur ce qui fait la une de l'actualité africaine, à savoir la confirmation des charges contre Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, par les juges de la CPI. C'était hier soir et on en parlera avec Jean-Marie Fardeau de Human Rights Watch. Mais d'abord, le journal de la Coupe du Monde. Et vous, monsieur, pourquoi choisissez-vous Total? C'est simple. Chez Total, on trouve de tout. Et puis, faut reconnaître que le service est impeccable. Les pompistes répondent à toutes vos questions et puis ils n'hésitent pas à vous donner des bons conseils. Oui, on peut vraiment leur faire confiance. D'ailleurs... Si, papa, on peut y aller maintenant. Et tout ça, ce sont nos clients qui le disent. Chaque jour, vous êtes des millions à choisir Total. Entre nous, c'est une histoire de confiance. Total. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Vivez la Coupe du Monde de football sur RFI. Thomas de Saint-Léger nous a rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour Anthony. C'est donc parti pour ce mondial au Brésil. Avant les matchs du jour dans un alléchant Cameroun-Mexique, on va parler du pays organisateur qui ouvrait les hostilités hier contre la Croatie. Le cadre était parfait. L'Arena Corinthians de Sao Paulo, pleine à craquer, 61 000 spectateurs, électrisés par une cérémonie d'ouverture au rythme des danses traditionnelles. Mais les joueurs de la Seleção ont failli tout gâcher. La faute à une entame de match catastrophique. Finalement, les joueurs de Luis Felipe Scolari se sont imposés 3-1, mais sans vraiment convaincre. Éric Mamrout. La victoire, des buts, mais pas de panache pour le Brésil, longtemps malmené par la Croatie. Les hommes des Balkans qui ont jeté un froid dans l'arène entièrement
uniquement jaune d'Itaquera lorsqu'ils ont bénéficié d'un but contre son camp de Marcelo dès la 11e minute. Un vrai coup de massue pour les Auriverde, dont le mérite aura été de ne pas paniquer malgré la pression de tout un peuple sur leurs épaules. Monopolisant le ballon, ils ont tenté, souvent sans grand génie, de trouver la faille au sein d'une défense croate logiquement regroupée. Oscar a beaucoup créé, Hulk beaucoup percuté, mais c'est de la star Neymar qu'est venue la libération d'un habile tir du gauche des 20 mètres à la 29e minute. Puis la chance s'en est mêlée sous la forme d'un pénalty généreux accordé par l'arbitre japonais suite à une petite faute sur Fred, jusque-là invisible. Neymar ne l'a pas bien frappé, mais Stipe Pletikosa, pourtant sur la trajectoire, n'a pas su l'arrêter. Le gardien croate, bien malheureux également sur un tir tendu d'Oscar en fin de rencontre. Score final 3-1, plutôt flatteur pour une sélection crispée et guère emballante. Mais Neymar, double buteur, a joué les sauveurs de la nation. La fête n'a pas été gâchée et c'est bien là l'essentiel pour les Brésiliens. Éric Mamrut, Sao Paulo, RFI. Avec ce succès, le Brésil est évidemment en tête du groupe A avant le deuxième match de cette poule aujourd'hui. Une rencontre qui concerne d'ailleurs la première sélection africaine en lice, à savoir le Cameroun. Les Camerounais affrontent le Mexique à Natal, dans le nord-est du Brésil. Nicolas Nkoulou, le défenseur des Lions indomptables, s'attend à un match difficile, mais 4 ans après le fiasco sud-africain, 3 défaites en 3 matchs, il estime son équipe mieux armée pour réaliser de belles choses. Ils font partie des plus grands, des plus gros du groupe. Mais vous savez, ça reste une Coupe du Monde. Tout est possible. À nous de jouer, on a toutes nos cartes en main. Le plus important pour nous serait de bien rentrer dans cette compétition en prenant, si possible, les 3 points. On va se mobiliser, on va bien bosser et j'espère que tout se passera bien. C'est clair qu'on a un petit esprit de revanche parce qu'on est passé quasiment à côté de la plaque. Mais 4 ans sont passés, je pense qu'on a tous grandi. On va faire preuve de maturité tout en amenant ceux-là qui découvrent la compétition. Voilà, on reste un groupe soudé, il y a un bon mélange. Il y a des anciens qui accompagnent les plus jeunes. J'espère que le message passera et qu'on mouillera le maillot. Nicolas Nkoulou avec Olivier Pron que vous retrouverez aux commentaires de ce match en compagnie de Philippe Zigraf à partir de 16h temps universel. Les dernières informations sur cette rencontre juste avant dans Radio Foot International à partir de 15h10. Pour les sélections africaines, la compétition se poursuivra dans la nuit de samedi à dimanche avec Côte d'Ivoire-Japon pour le compte du groupe C. Une rencontre que vous pourrez évidemment suivre sur RFI. Et avant ça, il y aura 2 matchs du groupe B aujourd'hui. Et un sacré choc au programme Espagne-Pays-Bas. C'était l'affiche de la finale il y a 4 ans. Les champions du monde espagnols retrouvent les Oranges aujourd'hui à Salvador de Bahia. Coup d'envoi à 19h, temps universel. À 22h, le Chili affronte l'Australie. Un dernier mot de football, Thomas, mais sur le continent cette fois-ci. Pour signaler la victoire du TP Mazembe sur le MK Étanchéité en Supercoupe du Congo. Un succès sans appel, 3-0. Merci Thomas de Saint-Léger. On vous retrouve un peu plus tard dans Afrique Matin, 7h48 à Paris. RFI, l'actualité internationale. Anthony Latier. Et 3 titres à retenir ce matin. D'abord, les djihadistes qui poursuivent leur offensive en Irak. Ils n'étaient plus qu'hier à 80 km de Bagdad, la capitale. L'armée est en déroute et le gouvernement enrôle des civils pour résister. Forte inquiétude aux États-Unis qui évoquent la possibilité de frappes aériennes sur les insurgés. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle de son côté au dialogue urgent entre toutes les parties. Laurent Gbagbo sera jugé pour crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale dit avoir suffisamment d'éléments pour organiser un procès. L'accusation affirme avoir des preuves que l'ex-président ivoirien a utilisé la violence contre des civils pour se maintenir au pouvoir après l'élection de 2010. La défense, au contraire, se dit confiante et promet de démontrer l'innocence de son client. Aucune date n'a encore été annoncée pour un procès. Laurent Gbagbo, je vous le rappelle, est en prison à La Haye depuis 3 ans. Et puis à la une également
également le premier match de la Coupe du Monde au Brésil et la victoire du pays organisateur, le Brésil, 3-1 hier soir face à la Croatie en match d'ouverture. Donc 3 rencontres aujourd'hui. Le tenant du titre, l'Espagne, joue contre les Pays-Bas, le Chili contre l'Australie et puis début de compétition aussi pour les Africains. Thomas, vous en parlez avec l'entrée en liste du Cameroun contre le Mexique. Match à suivre en direct sur RFI à partir de 17h30 heure de Paris, 15h30 temps universel. RFI. Je vous le disais donc en titre, l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, restera donc en prison et sera jugé par la CPI, la Cour pénale internationale. Décision des juges de La Haye hier, mais l'un des 3 juges a manifesté son désaccord. Alors, est-ce le signe que le dossier d'accusation contre Laurent Gbagbo est fragile? On en parle avec Jean-Marie Fardeau, c'est le directeur France de l'ONG Human Rights Watch. Il est l'invité de Christophe Boisbouvier. Jean-Marie Fardeau, bonjour. Bonjour. L'an dernier, les juges de La Haye avaient demandé à la procureure Fatou Bensouda de revoir sa copie et hier, ils ont entendu ses arguments. Pourquoi ce changement d'opinion de leur part? Il faut savoir que la procureure arrive avec 22 000 pages de témoignages supplémentaires de 108 personnes, tout à fait nommées, et donc c'est un dossier apparemment extrêmement complet que la procureure a pu mettre sur le bureau des juges devant la CPI. La CPI s'est appuyée notamment sur 2 faits, la répression d'une manifestation de femmes à Abobo le 17 mars 2011 et le bombardement au mortier d'un quartier d'Abobo le 17 mars de la même année. Quels sont les nouveaux éléments de preuve que la procureure a pu apporter? Je pense que sur ces 2 faits, mais également sur la manifestation en direction de la radio-télévision ivoirienne de fin décembre 2010, qui avait été également durement réprimée, plus un autre fait à Yopougon vers le 12 avril 2011, c'est là que la procureure a pu collecter des témoignages extrêmement précis, avec des noms de personnes qui ont bien voulu témoigner, et nous nous en réjouissons, et nous pensons surtout aux victimes et à leurs proches qui vont enfin voir la justice passer sur les crimes commis après décembre 2010. Ce qui manquait surtout dans le premier dossier de l'année dernière, c'était la preuve que Laurent Gbagbo avait été personnellement le donneur d'ordre de ces crimes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des documents vidéo, audio ou écrits qui peuvent apporter cette preuve? Nous n'avons pas eu connaissance du dossier de la procureure, mais nous, les Human Rights Watch et d'autres organisations avaient déjà témoigné et rapporté le fait que Laurent Gbagbo lui-même s'était exprimé à la radio notamment pour appeler à l'érection de barrages dans la ville d'Abidjan pour bloquer les partisans de Ouattara, appelant à dénoncer tous les étrangers qui étaient suspectés, notamment les migrants ouest-africains suspectés d'être des soutiens de Ouattara et traitant les partisans de Ouattara de rats d'égout. Et donc j'imagine que la procureure et son bureau ont pu collecter de nouveaux éléments, soit vidéo, soit audio, soit ces témoignages des 108 personnes qui ont bien voulu témoigner. On sait depuis janvier dernier que le jour de la capture de Laurent Gbagbo, les services secrets français ont visité sa résidence et ont emporté un certain nombre de documents. On sait aussi que Fatou Bensouda a fait le voyage de Paris. A-t-elle pu récupérer ces fameux documents? Je ne sais pas si elle a pu récupérer ces documents. Je ne sais pas si la France sera prête à les transmettre au bureau de la procureure. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de cela pour alimenter un dossier pour le procès de Laurent Gbagbo, celui qui dirigeait directement les forces de sécurité dans la période post-électorale. Alors cette décision d'hier, elle a été prise à 2 contre 1. La magistrate belge a voté contre le renvoi de Laurent Gbagbo devant un tribunal. Est-ce que ça ne prouve pas que le dossier de l'accusation reste très fragile? La justice est bien faite. C'est pour ça qu'ils font des panels de 3 juges pour avoir une majorité qui se dégage en cas où il n'y aurait pas d'unanimité. Effectivement, le fait qu'il y ait une juge ne soit pas favorable prouve qu'il y a encore certainement du travail à faire. Il faudra que les témoins soient très convaincants devant le tribunal le jour où il se réunira. L'un des avocats de Laurent Gbagbo, maître Altit, estime que si la juge belge a voté contre, c'est parce qu'elle pense que les charges ne sont pas assez suffisantes pour faire condamner Laurent Gbagbo et que tout cela se terminera par un acquittement. C'est bien le rôle d'un avocat de dire que son client ne sera jamais condamné. Et il faut donc maintenant aller au procès. On remet les compteurs à zéro et là, nous espérons bien sûr que les victimes verront la justice passer en leur faveur. C'est la première fois dans son histoire que la Cour pénale internationale va juger un ancien chef d'État. Si elle y avait renoncé hier, est-ce qu'elle ne se serait pas ridiculisée? Est-ce qu'elle n'aurait pas signé son propre arrêt de mort? Et finalement, n'est-ce pas la vraie raison pour laquelle elle a renvoyé Laurent Gbagbo devant un tribunal? Je n'ose pas croire que la Cour puisse mettre la qualité de sa justice en fonction des risques qu'elle prendrait à prendre telle ou telle décision. J'ose espérer qu'elle les a prises, et j'en suis convaincu qu'elle les a prises sur la qualité du dossier de la procureure et des faits qui lui étaient présentés. Effectivement, si elle avait été amenée à mettre en cause les charges présentées par la procureure
procureur. Ça aurait été un énorme camouflet, peut-être pas pour la Cour, mais en tout cas pour le bureau du procureur. Mais heureusement pour la justice internationale, les charges ont été considérées comme probantes de la part de la Chambre préliminaire. Depuis 2 ans, vous dénoncez en Côte d'Ivoire une justice à sens unique. Sont poursuivis plusieurs centaines de pro-Gbagbo et 0 pro-Ouattara. Est-ce que la décision d'hier ne renforce pas ce déséquilibre? Cette décision peut renforcer ce déséquilibre ou cette impression de déséquilibre, et c'est pour ça que nous appelons immédiatement et la Cour pénale internationale, le bureau du procureur en particulier, et les autorités ivoiriennes de tout faire pour que ceux qui, du côté de Ouattara, se sont rendus responsables de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, notamment ces 548 personnes qui auraient été exécutées de manière sommaire par des forces pro-Ouattara dans la période post-électorale, que ces personnes responsables soient poursuivies et que la Cour pénale puisse instruire le dossier de ces personnes également. Ce n'est qu'à cette condition que le peuple ivoirien reconnaîtra que la justice est impartiale et que personne n'est au-dessus de la loi, que ce soit du côté pro-Gbagbo ou du côté pro-Ouattara. Il y a urgence, effectivement, après 3 ans, que la Cour pénale montre sa capacité à instruire les dossiers pro-Ouattara. Jean-Marie Fardeau, merci. Le directeur France de l'organisation Human Rights Watch, il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. À suivre, la musique et le journal. À tout de suite. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Féministe, altermondialiste, militante antiraciste, Rokhaya Diallo joue la carte de la République multiculturelle et post-raciale. Humour et pédagogie font toujours partie du jeu de la fondatrice des Indivisibles qui vient nous décrypter les réseaux de la haine, le doc d'une Française sans commentaire. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Samedi, à partir de 23h10 TU. RFI. Sékou Touré de Guinée, Séni Kountché du Niger, Amadou Ahidjo du Cameroun, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Ils ont durablement marqué l'histoire de leur pays en particulier et de l'Afrique en général. Ils sont enfin en images. Je vous donne rendez-vous le 19 juin à 18h à l'hôtel Azalaï de Ouagadougou pour la dédicace du coffret Archives d'Afrique, la vidéo, volume 1. Pour toute information, rendez-vous sur le site archivesdafrique.com. Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles. Jamais Carrefour de l'Europe n'avait posé ses micros si haut dans le nord. Nous sommes à Umeå, en Suède, à 600 km au nord de Stockholm. Umeå, la ville du peuple sami, et la très étonnante capitale européenne de la culture 2014. Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles. Dimanche, à partir de 17h10 TU. RFI. 5h57 en temps universel avant un nouveau journal, la musique en live dans les studios de RFI avec John Butler et son groupe chez Alain Pilot dans la bande passante. Il est né en 1975 à Torrance en Californie et a suivi ses parents en Australie à 11 ans. Une mère américaine, un père australien. C'est en 1998 qu'il forme le John Butler Trio. Sa carrière est émaillée de disques numéro 1 et de tournées à guichet fermé. Il est plus que jamais présent et vivant en 2014. Living in the City, John Butler Trio.
c'est sûr, c'est une pointure qui est venue rendre visite à Alain Pilot dans la bande passante. John Butler et son groupe, c'était Living in the City en live donc sur RFI avec Alain Pilot dans la bande passante. Bruno Faure nous a rejoint, le journal tout de suite, et puis on se retrouve pour la suite d'Afrique Matin, notamment avec Norbert Navarro et la revue de presse. À tout de suite.